Alors, nous sommes donc en direct de Euro Solidarity Art Online et nous avons le plaisir de recevoir en interview Marc Frachette. Pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour, je m'appelle Marc Frachet, j'ai 50 ans et puis il y a de ça, un certain temps, hein, puisque j'avais 17 ans, je me suis lancé dans un grand projet qui s'appelle Incarnatis, que j'ai construit avec le temps, qui m'a construit aussi dans ma vie et aujourd'hui c'est un univers transmédia, c'est-à-dire qu'on va découvrir sur différents supports, un univers science-fiction fantastique qui depuis la Terre du futur, au 24e siècle, va nous plonger dans l'histoire secrète de l'humanité à la découverte de l'affrontement de deux sociétés secrètes qui maîtrisent une forme de magie très puissante qui s'appelle la science arcanique. Voilà, tout un univers que je développe en parallèle de mon activité professionnelle qui est celle qui me nourrit au quotidien. Où là, pour la petite histoire, je m'occupe d'entreprises dans une pépinière et hôtel d'entreprise. Ah, comme quoi, c'est polyvalent. C'est très polyvalent. Très. Oui, oui, et mon chemin aussi l'a été dans l'idée d'essayer de construire justement donner vie à ce rêve en fait. Oui. Et donc, tu parles forcément d'Incarnatis. Pourquoi tu as choisi un format de livre en réalité augmentée plutôt qu'un format classique? Alors en fait, j'avais, on va dire dans ma tête tout un univers, avec, bien sûr des histoires, des personnages, des musiques, parce que j'ai commencé en musique à raconter des histoires, mais aussi des visuels et plein de choses. En fait un film, mais un film, qui valait peut-être plusieurs dizaines de millions d'euros, puis comme j'avais pas plusieurs dizaines de milliers d'euros de millions d'euros, je me suis dit: «Bah, je vais faire un livre avec des médias dedans». Hmm. Donc je suis parti sur un texte et puis en me disant: «Beh, je vais mettre des médias». Puis les QR codes sont apparus en cours de route, ce qui a été une bonne façon de lancer les médias. Donc concrètement, c'est un livre qui va proposer une nouvelle expérience de lecture augmentée, puisque en scannant les QR codes, on va accéder à des médias qui vont se conjuguer pour raconter l'histoire et prolonger l'immersion du lecteur. En termes de médias, il s'agit de narration pure ou il y a aussi des chansons? Alors il y a 4, 5 types de médias, on va dire. On va avoir des illustrations qui ont été réalisés par Étienne Leroux, auteur de bande dessinée dans le premier volume, rejoint dans le second volume par Michael Fabre, un jeune concept design artiste. On va trouver aussi des objets, des artefacts, des objets magiques qu'on va pouvoir voir bientôt d'ailleurs sous forme de réalité virtuelle et réalité augmentée grâce à son téléphone, donc directement en scannant le QR code, hein, avec une technologie web pour ceux que ça intéresse. Mais surtout, on a de l'audio, pas mal d'audio, puisque la musique était un peu mon premier amour, et puis j'aime bien les voix. Donc dans le premier volume, par exemple, le premier tome, hein, qui s'appelle Le Retour d'Étélior, Incarnatis, Le Retour d'Étélior, qui est le premier volume de la trilogie La Vénus des Méraillés, on va avoir des musiques composées pour accompagner la lecture de certaines scènes, donc des vraies musiques, hein, je précise, composées sur mesure. On va aussi avoir des récits audio, on va avoir des comédiens qui vont raconter des choses complémentaires en fait, qui permettent de mieux découvrir l'univers dans lequel se déroule l'histoire. Ces récits audio sont mis en musique avec des vraies musiques, hein. Sur l'une d'elles, on a enregistré 120 choristes qui chantent en latin, par exemple. Pas mal. Et puis, ouais, ouais, on va loin dans la passion. Tout ça, c'est de la passion, hein. Et puis, on va aussi avoir des scènes additionnelles. Donc, par exemple, c'est le cas dans le tome 2, deux personnages échangent. Donc dans le texte, hein, ils échangent et tout ça, ils parlent de quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis en scannant le QR code, on va écouter une scène et là, on va découvrir de quoi il parlait. Et voilà. Et donc, c'est tous ces médias qu'on va découvrir. Donc, beaucoup d'audio, hein, une demi-heure dans le tome 1, trois quarts d'heure dans le tome 2, puis pas mal dans le tome 3 qui est en préparation, qui va clore cette trilogie. Et puis, pour les voix qui vont incarner les personnages qu'on va entendre, on a eu recours là à des acteurs de doublage, des comédiens de doublage. Il y a des noms célèbres dedans? Probablement des voix plus célèbres que des noms parce que ce sont des gens très discrets en fait, mais certains oui ont une notoriété. Mais effectivement, dans le premier volume, moi j'avais en tête le premier volume pour vous montrer, qui s'appelle Incarnatis, la Vénus des Méraillés. Le premier volume, c'est le retour d'Étélior. Et pour incarner Étélior, j'avais une voix en tête, c'était celle
la voix française de Morgan Freeman. Oui, je vois. Donc, qui jouait, voilà, enfin, c'est Dieu. C'est quelqu'un qui a une voix extraordinaire. Il vous lirait le bottin, vous l'écoutez sans broncher, quoi. Tellement c'est agréable d'entendre sa voix. Et c'est un grand acteur. Et en fait, on l'a découvert aussi après humainement. C'est un véritable gentleman, un grand monsieur qui s'appelle Benoît Alman. Et lui, ben, je l'ai appelé la première fois, je le connaissais pas, et on a discuté. Il s'est arrêté 1 heure et demie sur le bas-côté de la route parce qu'il était en train de partir en vacances avec son épouse pour m'écouter, ce qui est déjà génial. Et donc voilà, Benoît s'est joint à l'aventure. Il est dans les tomes 1, 2 et 3. Odile Schmidt aussi a rejoint cette aventure. Odile Schmidt, c'est la voix française de Eva Longoria. Donc c'est l'une des Desperate Housewives notamment. Et puis elle a commencé le doublage il y a plus de 40 ans peut-être, en faisant Tao dans Les Cités d'Or. Mm. Et Odile, quelqu'un d'extraordinaire, qui est devenu une amie, donc qui malheureusement nous a quittés en mars dernier. Elle est décédée. Et qui est dans les tomes 1 et 2, et qui, bon, aurait dû être présent dans le tome 3, mais malheureusement n'y sera pas. Oui, Et forcément. puis Stéphane Pouplar. Pardon? Oui, malheureusement. Oui, c'est une année terrible. Et puis dans le tome 1 aussi, Stéphane Pouplar, lui aussi est acteur et comédien de doublage. Il est notamment la voix française de Jack Ryan dans la série sur Amazon Prime, et bien d'autres, dans le personnage principal dans Predator, le dernier film, etc. Et puis, ce faisant, on a rencontré d'autres comédiens qui ont rejoint cette aventure par envie, par envie de soutien, par amitié, qui parfois certains sont carrément devenus, ils connaissent toute la famille, parce que c'est un projet familial. Mais je pense notamment à Thierry Desroses, qui arrive dans le tome 2 et qui sera dans le 3 aussi. Thierry Desroses, c'est la voix française de Samuel L. Jackson, notamment, parce qu'il a fait aussi d'autres, Forest Whitaker, Wesley Snipes, Lawrence Fishburne, un grand acteur lui aussi, puis quelqu'un d'extraordinairement sympa. Et une autre rencontre aussi, parce qu'on a fait beaucoup de salons, et dans les salons, on a rencontré pas mal de gens, publics bien sûr, mais aussi des acteurs ou des exposants. Et dans les gens qu'on a croisés qui ont aussi marqué le projet, et que le projet a peut-être marqué un peu, il y a Francis Lalanne, qui pour le coup donc a voulu interpréter le méchant de l'histoire, qui s'appelle Taranex. C'est le chef du technofascisme sur Terre au XXIe siècle. Je vous conseille pas de le rencontrer. Et Francis, voilà, a fait un truc absolument extraordinaire pour incarner ce méchant dans le tome 2. Il reprend du service dans le tome 3 où il sera présent aussi. Et on a aussi dans le tome 2 l'arrivée de quelqu'un qui s'appelle Julien Escalas, dit le Mago, que vous connaissez peut-être en tant que chanteur avec le groupe Magoyonde. Donc quelqu'un de super, et je pense un des grands espoirs aussi de la scène française avec Magoyonde, que je vous invite à découvrir. C'est ambiance univers rock zombie fin du monde, c'est super. Et voilà, donc ça c'est déjà six voix extraordinaires qui étaient présentes dans les tomes 1 et 2. Et dans le tome 3, qui est en préparation, qui sortira et qui va clore cette première trilogie, j'espère à l'été, là, si tout va bien, on a l'arrivée de quelques autres grandes voix, par exemple Adrien Antoine. Adrien Antoine, c'est notamment la voix de Thor, de Superman, de McGee, donc voilà, quelqu'un qui est aussi très bon comédien avec une voix très typique. On a aussi Frédéric Tirmont qui s'est joint à l'aventure. Frédéric Tirmont, c'est la voix française notamment de Meryl Streep, Suzanne Sarandon. Donc voilà, une voix très très marquée aussi, très très puissante. Pas mal d'autres surprises aussi, puisque bon, on aurait dû avoir dans le tome 2 et 3, enfin dans le tome 3, pardon, l'arrivée de Patrick Poivet. Patrick Poivet, c'est la voix française de Bruce Willis, qui était un des grands amis de Neil Schmidt, et malheureusement, Patrick a rejoint son ami 3 mois plus tard, il est décédé en juin dernier, et il ne pourra pas être présent dans le tome 3 comme on le souhaitait. Alors il y sera un petit peu à titre posthume, parce que à travers des messages qu'il nous avait laissés, parce qu'il avait notamment pris part à la dernière campagne de financement participatif, j'ai pu broder un petit dialogue imaginaire avec des répliques qu'il avait enregistrées et qui vont s'intégrer dans une grande scène audio du tome 3, qui va durer peut-être 18 minutes, quelque chose comme ça. Ça s'appelle L'épreuve des ours, et ça va être un truc assez délirant, avec 2 rôles principaux, tenus par Julien Escalas, qui incarne Derek Bazin, un animateur du technofascisme
en plein dans les jeux qui vont fêter les 10 ans du technofascisme dans des mondes virtuels. Et puis Katrina, qui est aussi l'animatrice vedette du technofascisme, jouée par Delphine Allman. Et autour de ces deux rôles principaux, il y a une quinzaine de rôles secondaires qui arrivent pour une, deux, trois répliques, et avec des très très grandes voix aussi qui se sont prêtées au jeu par amitié, parfois parce que je leur ai demandé, parce que c'était pour moi l'accomplissement d'un rêve. Je pense par exemple à Jacques Frantz, qui nous a fait le plaisir et l'amitié de faire quelques répliques. Jacques Frantz, c'est la voix française de Robert De Niro ou Mel Gibson. Je pense à Jérémy Covillo. Jérémy Covillo, c'est la voix française de Doctor Strange. C'est Smaug aussi. C'est Céline Monsarrat. Céline Monsarrat, c'est la voix française de Julia Roberts notamment, ou de Léa Thompson dans Retour vers le futur. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, Retour vers le futur, mais il est de mon époque. Enfin voilà, beaucoup de voix donc qui ont rejoint l'aventure, et dans les voix, on va dire présentes à la fois dans le roman avec une scène qui sera en duo avec Francis Lalanne, et dans le jeu de rôle, l'arrivée aussi d'un grand acteur qui est Richard Darbois. Richard Darbois, c'est notamment la voix française d'Harrison Ford, mais c'est aussi bien d'autres. Hein. C'est le génie dans Aladdin, c'est Buzz l'éclair, c'est Biff Tannen dans Retour vers le futur, parce qu'on en parlait. Enfin voilà, donc un grand acteur, une grande voix qui nous a fait le plaisir aussi de rejoindre cette aventure, à la fois dans le roman et dans l'aventure en jeu de rôle, qui est un des autres développements autour de l'univers Incarnatis, qui est un univers transmédia, parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée pour le découvrir, mais aussi chaque réalisation. Donc le livre est aussi transmédia, parce qu'il va conjuguer les médias pour raconter l'histoire, avec ses musiques, ses récits audio, ses scènes additionnelles, ses illustrations. Et le jeu de rôle l'est aussi, puisqu'on va pouvoir, dans le cadre du jeu de rôle, avoir accès à des médias additionnels, type battle map, illustration, mais aussi des musiques, des versions étendues. On est envoyé en mission, en briefing, et puis on a le débriefing après par un personnage donc qui est joué par Richard Darbois. Et voilà, donc on avance dans cette grande aventure. Effectivement, oui, il y a un fameux générique derrière ce livre. Oui, c'est un Cette vieux rêve. trilogie, pardon. J'ai ouï dire que tu as aussi tu as composé certaines musiques de ce livre, justement. Oui, tout à fait, tu as bien, oui. En fait, la musique est mon premier amour, hein, artistique, j'entends. Et j'ai commencé à raconter des histoires en musique, en fait. À 10 ans, j'ai commencé la batterie. Pour le coup, pour composer, c'était un peu court. Donc vers 15 ans à peu près, je me suis mis au piano, j'ai fait un peu de saxophone. Et puis à 17 ans, quand j'ai découvert le jeu de rôle, je me suis amusé à faire mon premier récit audio. En fait, j'avais pris à l'époque une des musiques de Batman, Le Retour, composée par Danny Elfman, enfin, qui est un truc absolument extraordinaire, hein, les musiques qu'il a faites. Et puis j'avais collé le texte d'un jeu de rôle introductif, je sais même plus lequel c'était d'ailleurs, où j'ai essayé d'être maître du jeu, mais j'étais mauvais maître du jeu, donc j'ai arrêté. Mais par contre, j'avais déjà fait mon premier récit audio. Alors, c'était pas moi l'auteur du texte, pas moi l'auteur des musiques, mais ça a déjà ambiancé et tout. On était en 87, 88, hein, donc c'était un peu précurseur peut-être. Et puis la musique ne m'a jamais quitté, même si j'ai pas assez de temps pour en faire comme je le souhaiterais. Mais je continue un petit peu. Et puis comme j'avais composé des thèmes déjà parfois pour certains depuis 25 ans ou plus pour Incarnatis, j'ai souhaité en réutiliser certains dans les bouquins, dans les livres, et donc j'ai fait quelques-unes des musiques, pas assez à mon goût, mais en même temps je suis bien accompagné parce que Jean-Marie Philibert, qui est une personne que j'ai rencontrée au début des années 2000 et avec qui, et en compagnie de Stéphane Gassin et de Linda et puis d'autres, on a lancé cette aventure en 2010. Jean-Marie Philibert a composé une grande partie des musiques présentes dans les tomes 1 et 2. Et voilà, malheureusement, il ne pourra pas finir dans le tome 3, parce que lui aussi nous a quittés au cours de cette année 2020 terrible. Et voilà, 52 ans, parti aussi des suites du Covid. Et donc Jean-Marie, c'était un frère d'âme qui, pour le coup, sera quand même un peu présent dans le tome 3 parce que il y a une grande musique qu'il avait commencé, qu'on est en train sur laquelle on est en train d'avancer avec un de ses amis musiciens également pour pouvoir la proposer dans le tome 3. Et du coup, moi, je vais me retrouver à faire peut-être un petit peu plus de musique que je ne l'avais pensé dans le tome 3.
ce qui du coup va être un petit peu plus de temps aussi en même temps, mais Mm. beaucoup de plaisir de composition, parce qu'il y a un vrai ping-pong en fait entre les arts quand on est en phase de création. Parce que j'ai une casquette, on va dire, producteur-éditeur. Celle-là, elle est ce qu'elle est, hein, c'est une casquette d'entrepreneur, on va dire. Et puis une casquette artistique et de création artistique. Et là, il y a aussi des expériences intéressantes entre l'écriture, le texte, être dans une scène, puis après aller faire quelque chose d'audio qui va s'intégrer dans cette scène. Et en faisant ce quelque chose d'audio, ben, ça a une incidence sur le texte. Et du coup, il y a le texte se modifie, puis parfois va de nouveau modifier l'audio. Donc il y a un ping-pong créatif entre les médias qui est intéressant, qui s'opère au moment de l'écriture et de la composition. Ça peut être aussi valable avec d'autres domaines. Je pense notamment à la Vénus d'Émerailles, qui a été matérialisée par une sculpture qui est passée du texte à la matière avec une première sculpture faite par une peintre sculpteur qui s'appelle Odile Frachet, qui est une de mes tantes dont j'aime beaucoup le travail, qui est une professionnelle. Et cette Vénus, on l'a après virtualisée en la refaisant en 3D. Donc elle est passée de l'écriture à la matière et de nouveau au virtuel et à l'imaginaire. Donc voilà, donc il y a tout dans l'élaboration même des réalisations qu'on propose, tout un cheminement aussi artistique très intéressant, très motivant, dans lequel oui, je fais de la musique, mais je fais de l'écriture, et puis en fait, j'exerce peut-être entre 15 et 20 métiers pour arriver à faire tout ça, quoi. Mais je suis pas tout seul, hein, il y a toute une équipe, heureusement. Et au fait, vous êtes combien à travailler sur ce livre, enfin sur cette trilogie? Alors, oui, enfin, trilogie et au-delà, parce qu'en fait, la trilogie, c'est aujourd'hui la porte d'entrée principale, mais il y a du jeu de rôle, il y a un mini-jeu en réalité virtuelle, il y a des projets dans les tuyaux, donc il y a pas que le livre, hein, même si c'est le point d'entrée. Et il y a un noyau dur, on va dire, avec bon, jusqu'à présent qui était composé avec Jean-Marie, Stéphane et moi, on est les trois associés fondateurs de la société qu'on a créée pour porter tout ça proprement, qui s'appelle Axie Entertainment. Et avec nous, et notamment avec moi, il y a Linda, mon épouse, donc qui m'accompagne depuis bien longtemps sur toutes ces aventures aussi. Il y a aussi ma fille, Laurie, qui a pris part à cette aventure depuis quelques années, qui notamment participe beaucoup au salon, puis qui apporte ses nombreux talents dans d'autres domaines, et puis qui, je pense, va aussi monter en puissance dans le projet. Il y a Gaëtan qui s'occupe de toute la partie informatique, enfin sécurité informatique. Il y a beaucoup de gens en fait, beaucoup de personnes en premier et deuxième cercle, et puis peut-être en fait, on va dire une quinzaine de personnes aussi avec quelques comédiens qui sont maintenant des vrais parrains, on va dire. Hein. C'est des gens extraordinaires qui nous soutiennent et que je peux appeler si j'ai besoin, je sais pas, d'entrer en contact avec telle ou telle personne. Donc on a un cercle, un premier cercle, oui, assez conséquent avec quelques seniors et parfois de grandes pointures. Et puis une communauté aussi qui s'est constituée avec le temps et les salons. Parce qu'on a fait beaucoup de salons. Du coup, j'entendais un petit peu la fin de l'interview précédente sur la personne qui disait qu'elle faisait, je crois, un salon par an. Il Nous, n'a on su faire qu'un s'est, seul salon cette année à cause du Covid. ouais, enfin, il y a le Covid. Ouais, moi, ça fait un an que j'ai pas fait de salon et là, ça me manque. Mais en fait, depuis 4 ans, enfin avant Covid, on a fait à peu près un événement tous les 15 jours. Que ce soit un salon un peu partout en France, un petit peu les Geek Days, le salon du livre, le Toulouse Game Show, enfin bref, on s'est baladé. Et c'est comme ça qu'on s'est aussi un peu fait connaître, qu'on a pu confronter ce qu'on fait au public. Et donc ouais, 110 événements à peu près en moins de 4 ans. Hmm. Et dont des trucs des fois où au début, bah, ouais, il y avait personne et tout. On faisait 300 bornes pour aller vendre 5 livres, hein, donc ça coûtait plus d'argent et de temps, mais ça permettait d'avancer, d'apprendre et tout ça. Et puis aujourd'hui, on est sur des plus gros salons, et j'espère donc que ça va reprendre, hein, mais genre des trucs genre Comic-Con ou autres. Ou comme le soulignait l'interlocutrice d'avant, effectivement, il y a des coûts qui sont importants. Et pour toutes les microstructures, les micro-entrepreneurs comme nous, on va dire, qui se lancent dans ce type d'aventure, sont durs à supporter. Et en plus de l'aventure artistique et humaine, c'est aussi une aventure économique qui n'est pas forcément évidente à porter sur le long terme. Oh non, ça c'est sûr. Mm. Et du coup, cette trilogie, on peut la trouver où? Dans les bibliothèques, dans les librairies traditionnelles, je suppose.
Alors les 2 premiers ouvrages donc qui sont sortis, hein, puis ce sera pareil pour le troisième, sont référencés comme n'importe quel livre, hein. C'est-à-dire que vous pouvez, entrer dans une librairie qui en général ne l'a pas parce que, les librairies n'ont pas tous les livres en stock, hein, il y en a tellement. Donc elle le commande et puis le lendemain ou le surlendemain vous l'avez. Ça c'est donc, si vous voulez privilégier le circuit des librairies traditionnelles, donc allez chez les petits libraires, enfin les libraires tout simplement. On vend aussi bien sûr sur notre site, hein, on a une boutique en ligne, ce qui me permet de faire des dédicaces, hein, s'il y en a que ça intéresse. Et puis Mhm. on a aussi un certain nombre d'autres réalisations, on commence à développer un peu quelques objets. Les livres sont référencés aussi dans les plus grands circuits, genre, Fnac par exemple, donc là aussi, on peut, rentrer et le commander et enfin voilà, comme tous les ouvrages, hein, vous pouvez les commander n'importe où, et en présentiel, en physique et aussi en ligne, c'est aussi chez un pousseur de carton dont le nom commence par A. Et peut-être plus trop pour longtemps d'ailleurs parce que Ah. mais bon voilà. Et sur aussi donc le site des libraires, qui nous distribuent qui s'appelle, lalibrairie.com. Hmm. Voilà, C'est pas mal, il y a moyen de se le procurer assez facilement. sans Sinon, problème, ouais. sinon, j'ai vu que tu as collaboré aussi avec Patrick Cotias, qui est scénariste de BD historique, tel que Le Oui, Cerisier de l'Épévrier. Tu peux nous en dire plus sur cette collaboration? alors ouais, c'est une collaboration qui est restée au stade de la collaboration, hein, et ça me rajeunit pas pour le coup. À l'époque, ça devait être, entre les dans les années, 90 on va dire. J'étais délégué général de l'association des libraires de bande dessinée. Oh, C'est un petit réseau de libraires, que j'ai rencontré en 95 en fait, hein. Il y avait 35 librairies en France. Moi, je sortais de mes études, en apprentissage et en développement économique et puis je voulais m'organiser, donc j'ai commencé à travailler avec les libraires. Au début, j'étais, secrétaire au sens où je faisais les courriers et tout, puis après j'ai occupé, et développé la fonction de délégué général du réseau qu'on a développé. On a créé le label Canal BD et quand je les ai quittés 5 ans après, il y avait 80 ou 110 librairies en Europe francophone et en faisant ça, en fait, je me suis retrouvé un petit peu et c'était un peu l'objectif aussi d'ailleurs, hein, à la croisée des chemins, on va dire, dans le domaine de la bande dessinée de plusieurs personnes, à la fois les libraires, donc spécialisés, les éditeurs aussi qui travaillent beaucoup avec les libraires, mhm. les auteurs et puis un petit peu moins on va dire les organisateurs de salons. Et donc les auteurs, parfois, je me suis retrouvé à les approcher pour des raisons professionnelles, donc des grands noms et autres. Et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer Patrick Cotias, et donc qui a fait effectivement plein de bandes dessinées, puis qui est un puits à idées phénoménal. Et pendant peut-être 2 ans, mais ça n'a pas débouché sur un contrat d'édition, on a travaillé ensemble sur 2 projets en fait, 2 sujets, de personnages spécifiques et un peu fantastiques. Dont je ne peux guère dire plus pour l'instant parce que c'est resté à l'état de projet et ça n'a pas pris vie malheureusement, mais Ah, ça aurait c'est été sympa. dommage. Je pensais justement que qu'il y avait eu un suivi, sinon je n'aurais pas posé la question. Non, non, mais ça fait partie, c'est un point important, c'est-à-dire que, si j'étais resté chez moi à, comment dire, à regarder la télé et que je m'étais pas mis en posture, d'entreprendre et de faire des choses, je n'aurais probablement pas rencontré, des gens comme, Patrick Cotias, ou d'autres personnes qui ont été des expériences extraordinaires et qui aujourd'hui m'amènent à me dire parce que aussi quelque part je c'est pas mon métier tout ça, ça ne me nourrit pas. J'ai un autre métier à côté, Mm. mais en faisant ça, je m'aperçois que le chemin, elle est pas de moi, elle est de Confucius, hein, mais que le chemin est tout aussi important que la destination. C'est-à-dire que voilà, en voulant faire ça et en ayant la posture de le faire, je vis des expériences extraordinaires. Alors je dis je, mais c'est collectif, hein, mais on vit des choses extraordinaires. Et la rencontre avec Patrick, comme avec bien d'autres, Patrick Cotias, mais comme avec plus récemment les comédiens ou même des tas de gens. J'ai même rencontré il était à l'époque candidat Macron au Salon du Livre. Enfin voilà, mais c'est des trucs. J'ai une photo avec lui qui tient une carnatis. Bon, c'est dommage, je peux pas trop m'en servir. Mais enfin voilà, c'est rigolo, c'est des tas de choses. J'ai rencontré, qui est aussi devenu un ami, le arrière petit neveu de Robert Surcouf.
c'est le roi des corsaires quand même, Robert Surcouf, hein. Bah, il existait pour de vrai déjà, et en plus il a de la famille, un arrière petit-neveu qui s'appelle Éric Surcouf, qui est lui-même chasseur de trésors, de vrais trésors, qui a déjà remonté une dizaine d'épaves et tout ça. Enfin voilà, tout ça c'est des rencontres extraordinaires. Et même si elles ne débouchent pas sur des choses concrètes ou des projets communs, c'est super de rencontrer des gens comme ça et d'avoir le plaisir de les approcher, peut-être même de travailler un peu avec eux et tout, quoi. Oui, quelque part que ça a été un tremplin pour d'autres projets par la suite, quoi. C'est un booster, hein. Moi, dans la vie, je me suis rendu compte, alors je le dis comme ça aujourd'hui, mais au départ, c'était pas ça, parce qu'il a fallu que je le comprenne quand j'étais plus jeune, mais comme tout le monde, j'ai 2 pieds, hein, un pied créatif, un pied exécutif, et si j'avance pas avec les 2, je tourne en rond ou je me casse la figure. Et comme le pied artistique et créatif, bah, souvent il nourrit pas et Ah, qu'il faut quand même malheureusement. manger, et ben voilà. Non mais soit on le met de côté entièrement, puis c'était pas une nécessité, puis on fait carrière ou autre chose, hein. Et soit bah, c'est quelque part une nécessité parce que ça fait partie de soi, et à ce moment-là, faut trouver une façon de le faire exister. Et voilà, donc je fais de la musique, de l'écriture, des choses comme ça, mais plutôt que de on va dire, «m'éparpiller» entre guillemets dans plein de domaines, je suis resté un peu monomaniaque en me disant: «Je vais essayer de mettre plutôt concentrer mes efforts dans un même panier en quelque sorte», et qui a pris le nom d'Incarnatis, avec le temps, et c'est construit comme ça en fait. Et Mais justement, c'est une usine à gaz à la base. Hmm. Et Et je disais c'est, oui, oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Ah non, vas-y, continue. En fait, je disais, c'est, à la base, c'est un projet extrêmement ambitieux, et quand je me suis lancé là-dedans, on m'a regardé pendant 10 ans avec des grands yeux en me disant: «Mais tu fais quoi?» Et je disais: «Bah, je sais pas, c'est un objet artistique non identifié», et il m'a fallu déjà 10 ans pour mettre un nom, un concept, et j'ai appelé ça Univers Intermédia. On était en Univers intermédiaire, oui. 96-97. C'est ça, et il y a un Américain, je crois 7-8 ans après, qui a inventé entre guillemets, parce qu'il existait un peu avant, le terme transmédia, qui après est arrivé en France, donc je l'ai récupéré pour pas, me dire: «Je vais réinventer l'eau chaude», hein, s'il y a un truc qui marche pour Ah oui. expliquer ce qu'on fait. Et voilà, donc 10 ans pour poser un nom, sur le concept, donc univers intermédiaire, sur la démarche aussi, savoir ce que je faisais, et puis le résultat, l'univers artistique s'est construit avec le temps, avec quelques collaborations, mais qui pour le coup n'ont pas duré, et j'ai été moi le conducteur de tout ça, et aujourd'hui je suis positionné en tant que showrunner de l'ensemble. C'est-à-dire avec à la fois une casquette, production, puis une casquette artistique, cohérence, et auteur. Donc très, très riche, très large, comme rôle. Et justement, en tant qu'auteur, d'où te vient le scénario, l'histoire d'Incarnatiste? Est-ce qui t'a inspiré de là? Beaucoup de choses probablement, parce que comme c'est tellement, enfin ça s'est tellement étalé dans le temps que j'ai toujours une petite case qui fonctionne, en termes d'inspiration, de choses comme ça. N'importe quelle idée, même je sais pas, je vois une fleur ou quoi que ce soit, des fois ça peut faire venir des choses. Donc c'est énormément de choses qui m'ont inspiré. Maintenant je suis quand même issu, pour beaucoup du monde, enfin du cinéma des années 80, on va dire ça comme ça, hein. C'était celle de mon adolescence, donc les grandes trilogies qui, aujourd'hui, dont certaines, se poursuivent. Je pense que ce soit du Star Wars, du Retour vers le futur ou d'autres choses comme ça. Ça fait partie de ma culture, de quelques romanciers comme, Jack Vance, Asimov ou d'autres, Lovecraft. Donc ça, c'est des choses qui m'ont marqué, m'ont probablement inspiré, que je le veuille ou non, de manière inconsciente, hein, parfois consciente avec des petits clins d'œil, des choses comme ça. Mais ce qui m'a beaucoup inspiré, je pense, c'est, on va dire la société humaine, l'être humain, les grands mystères de l'univers, quelques grandes questions qui taraudent l'humanité depuis bien longtemps, et auxquelles je me suis risqué à apporter des éléments de réponse, du genre, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Voilà, c'est une bonne question, qu'on se pose pour beaucoup. Bah, voilà, moi je suis parti sur l'idée de réincarnation comme ça, donc j'ai pas dit ce qu'il y avait après la mort, mais juste qu'on pouvait peut-être revivre, avec cette idée de réincarnation, d'où le nom d'Incarnatis d'ailleurs. Est-ce qu'on est seul dans l'univers, par exemple? Bah, là, je vous laisserai découvrir. Dieu existe-t-il et tout ça? Enfin voilà, ça c'est des grandes questions inspirantes. La nature même de l'univers, du rapport de l'individu à l'univers, donc avec, ce que de manière très populaire, on va dire, George Lucas a appelé à travers la force, mais qui existe dans des tas de cultures, le ki, le chi, l'énergie vitale et autres, qui sont des choses, qui me passionnent beaucoup. La notion d'énergie tellurique, de choses comme ça, donc
tout ça, c'est tous ces grands mystères, toutes ces choses qu'on ne sait pas ou qu'on a peut-être oubliées et pas peut-être depuis très longtemps dans les faits, sont des choses qui m'intéressent beaucoup et qui m'ont permis de broder, on va dire, un fil conducteur qui va s'appuyer là-dessus et qui va partir de très loin dans le temps, au moment de la préhistoire, à l'époque de la disparition de l'homme de Néandertal, donc je remonte assez loin. Et puis voilà, j'ai essayé de créer une dramaturgie, comme on dit aujourd'hui, enfin depuis longtemps, une histoire en intégrant tous ces grands mystères, ces blancs de l'histoire humaine, et en les prolongeant dans le futur, parce que la société m'intéresse aussi beaucoup, et je m'aperçois, et je suis pas le seul à le dire bien sûr, que l'histoire est un éternel recommencement, et que si on ne fait pas attention à certaines choses, ben on pourrait replonger de nouveau dans certains travers, si ce n'est déjà fait. Et voilà, et le technofascisme, qui est un terme que j'ai inventé il y a peut-être 20-25 ans, un peu le sentiment qu'on entre quand même là aujourd'hui dans une société technofasciste, mais poussé à son extrême au XXIe siècle, c'est quelque chose qu'hélas on a déjà connu au siècle dernier. Oui, Donc, malheureusement. donc voilà, c'est tout ça qui m'inspire, c'est l'information, le rapport de l'individu à la mémoire aussi, à l'histoire. Donc voilà, c'est des grands sujets comme ça, les femmes aussi. Non, ça je l'ai moins traité, mais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Après, j'ai pas vraiment de référence directe. C'est un tel assemblage de pensées. C'est une sorte de vision de la société, on va dire, qu'il y a dans le fond d'Incarnatis et dans lequel on va retrouver des préoccupations sociales, sociétales, économiques, environnementales, enfin la vie quoi. La vie, mais au XXIe siècle et avec une dimension supplémentaire qui va amener une petite touche de magie qu'on appelle la science arcanique dans Incarnatis. Donc tu t'inspires aussi un petit peu des modèles comme Le meilleur des mondes ou autres qui étaient prophétiques pour l'époque. Ou Ah ouais, 1984, m'inspirer, tu t'inspires un peu mais de ça effectivement, il y aussi a dans ton certainement des livre. thèmes communs, oui, oui, Où tu dis de attention dans le surveillance. futur, si on fait pas attention. Oui, oui, de toute façon, oui, ça c'est clair, hein. Mais il suffit de regarder la société dans laquelle on est aujourd'hui et ce qui se passe en ce moment avec l'actualité, notamment sanitaire et la façon dont tout ceci fonctionne. Euh, et puis tout ce qui a été mis en œuvre au niveau de la société pour notamment comment dire, le filtrage et la meilleure connaissance de tout ce qui est Internet et contrôle et tout. Oui, on est déjà quelque part dans le technofascisme et dans beaucoup de choses, et c'est pas moi qui les ai inventés. Et je pense que même que ça existait largement avant Orwell et que tous les réseaux de renseignement, que ce soit depuis le XVIIIe siècle, mais encore bien avant, en remontant dans toutes les civilisations, y compris romaines, Oui. font partie de ces outils qu'à un moment donné le pouvoir a eu et a utilisé pour se conforter ou développer des choses. Après, c'est simplement les outils qui changent. Et puis comment dire, le degré d'usage qu'en font les personnes et les contre-pouvoirs qu'il y a pour les en empêcher. C'est tout ça qui est intéressant en fait. Voilà, tout ça, moi, ça m'inspire beaucoup. Donc derrière Incarnatis et cette grande aventure pour toute la famille, hein, parce que c'est pas un truc prise de tête. Hein, on peut lire dès 12 ans et Mhm. sans limite d'âge. Derrière, il y a du fond, il y a une analyse de la société, de là où on est, des mécanismes, de comment ça marche et tout ça, quoi. Donc, et moi, ça m'inspire beaucoup. Mais c'est ce que je vois. Ce qui rend le livre d'autant plus intéressant. Merci. Et quels sont tes ouvrages littéraires préférés, justement? Vu que tu es lecteur, C'est une bonne donc question. forcément, tu aimes forcément la lecture. Eh ben, paradoxalement, je suis pas un grand lecteur, en fait. On pourrait penser, parce que j'écris que je lis beaucoup. Alors déjà, bon, j'ai un problème de temps, clairement, hein, pour lire comme pour regarder des films ou autre chose. Mais à la base, je suis pas un grand lecteur, non. J'ai pas vraiment d'ouvrage préféré. Enfin là, tout de suite, spontanément, qui me vient en tête. Je suis plus un spectateur, en fait. Et j'ai fait un livre parce que j'avais pas les moyens de faire un film. Alors j'ai fait un livre pensé comme un film, avec en plus de la musique, des images, puis une petite dimension interactive. Donc non, là tout de suite, j'ai pas d'ouvrage, enfin ou en même temps 10 000, mais j'ai pas d'ouvrage genre waouh, mon livre préféré, mon livre de chevet, je sais Mhm. pas, désolé. Après, C'est étonnant, hein. Incarnatis, donc il va y avoir le troisième tome qui va sortir.
Après ça, est-ce que tu as déjà pensé à un autre projet ou à continuer à Carnatis peut-être sur d'autres tomes? C'est déjà arrivé à des auteurs de reprendre l'ancienne histoire. Je pense notamment à Robin Hood qui a repris l'Assassin Royal bien des années après l'avoir fini. Et il fait de nouveau On une autre Assassin qui trilogie, assassine. même plus. faire un quatrième tome pour la trilogie. Moi, on m'a souvent en fait me posé la question. Et bien entendu, oui, j'ai la suite, hein. En fait, j'ai même potentiellement deux grandes histoires qui pourraient poursuivre cette aventure. Il va y avoir, c'est clair, je pense, un ouvrage écrit qui va suivre. Est-ce que ce sera une trilogie avec 3 volumes? Quelle en sera la forme exacte? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on va poursuivre l'aventure en jeu de rôle, puisque on a débuté en août dernier la publication d'une grande aventure en 4 chapitres. Donc chaque chapitre étant indépendant, hein, une aventure qu'on peut jouer en 2h30 à peu près, qu'on pourra jouer d'ailleurs normalement aussi durant cette convention. Et donc ça, on va sortir. Alors notre ami Jean-Marie, dont je parlais tout à l'heure, était moteur dessus sur ce projet, sur cette dimension du projet Incarnatis avec Iago Larue, mais Jean-Marie nous ayant quitté, donc il faut que je reprenne aussi tout cet aspect-là. Donc ça fait un petit peu de décalage dans la parution de la suite, mais ça va nous accompagner ça jusqu'en 2022 a priori, la parution du dernier chapitre en 2022. Après la sortie du tome 3, et il est très probable qu'on lance en partenariat avec un éditeur l'écriture d'un jeu de rôle complet, puisque là en fait c'est un kit prêt à jouer pour l'instant, l'aventure qu'on propose, avec des personnages pré-tirés. Mais l'idée c'est de faire un jeu de rôle avec tout ce qu'on retrouve habituellement dans un jeu de rôle, à commencer par tout ce qu'il faut pour tirer les persos et tout ça, et puis d'avoir un univers beaucoup plus détaillé dans la présentation. On a dans les tuyaux aussi une réflexion sur du jeu vidéo, donc avec une approche mini-jeu, et donc sachant qu'on a déjà fait un mini-jeu en réalité virtuelle, mais qu'on ne présente qu'en salon pour l'instant. Puis bon, because il n'y a plus de salon depuis un an, personne ne le voit pour l'instant. On a un autre mini-jeu dans les tuyaux qui va sortir bientôt, qui sera sur Android et PC. Ah, Un mini-jeu ambiance rétro gaming, hein, c'est un truc tout simple mais assez rigolo. ça m'intéresse. Un petit taquin. Ouais, c'est un taquin en fait, tout simple. En fait, le principe de ces jeux, c'est que dans des mini-jeux, c'est que dans la trilogie de romans, on va découvrir le personnage principal qui s'appelle Yarel Green. Au début de la trilogie, on le découvre, il est gamin, il a 12-13 ans, et avec son frère jumeau qui s'appelle Johan, ils parcourent le monde avec leurs parents dans des aéroplaneurs, donc des vaisseaux volants, et ils passent des semaines et des semaines en l'air et tout, puis bah, comme tous les gamins pendant les voyages, ils s'embêtent, et donc pour passer le temps, ils inventent des jeux. Et l'un des premiers jeux qu'ils ont inventé s'appelle La pêche aux lumières, donc on l'a développé en réalité virtuelle, donc on propose en salon avec un casque Oculus. Pour la petite histoire, c'est Francis Lalanne qui nous a fait l'amitié de faire le texte introductif de ce petit jeu. Et là, on en a un, ouais, il est marrant comme tout, c'est une idée de Stéphane Gassin, donc qui est un des 3 associés d'Axi. Et c'est un truc tout simple et efficace. Et là, on a un deuxième mini-jeu dans les tuyaux, donc un deuxième mini-jeu des frères Green, qui est un taquin. Et là, c'est Brigitte Lecordier qui nous a fait l'amitié de faire la petite voix introductive, c'est sympa. Donc voilà, ça c'est dans les tuyaux, une réflexion autour de jeux vidéo un petit peu plus conséquents. Un premier travail aussi autour de l'adaptation du roman en scénario de long métrage, donc en co-écriture avec une personne qui s'appelle Philippe Orindi, qui est réalisateur de courts métrages, qui a été primé des dizaines et des dizaines de fois, qui a été nominé au César et nominé aux Oscars pour un de ses courts métrages. Donc un gars qui connaît, quoi, on va dire, le métier. Et ensemble, donc, on va faire un premier bout de scénar qu'on va faire traduire en anglais et puis essayer d'aller chercher des débouchés dans ces milieux-là. Alors ça, c'est un vieux rêve, hein, parce que c'est le truc assez improbable, mais qui ne tente rien à rien. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, faut aller au bout de la démarche. Et puis aussi une recherche d'éditeurs, on va dire anglophones, pour aller proposer la trilogie de livres augmentés dans d'autres pays que la France, puisque la France n'est pas forcément le pays de la science-fiction, fantastique, fantasy, et puis encore moins le pays où on prend des risques en fait. Donc on va essayer d'aller voir ailleurs, mais tout en gardant un pied et 2 pieds solides, même en France,
puisqu'il y a quand même une création, une créativité, des gens absolument extraordinaires, avec qui on a envie de continuer de travailler, de développer l'univers, et puis cette aventure en règle générale, quoi. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais on va pas s'ennuyer, quoi. Mais quand vous appelez livre augmenté, ce qui veut dire, donc en gros, ça marchera avec les cases VR? C'est ce Non. qu'il avait expliqué. Ouais, livre augmenté, c'est l'idée de dire, c'est une expérience de lecture augmentée, c'est-à-dire qu'on va être dans un livre normal et tout. Bah tiens, ça ressemble à ça, hop. Et en cours de lecture, on va croiser des petites choses comme ça, donc des QR codes qu'on va scanner, et ces QR codes vont emmener à des médias additionnels. Donc on va avoir des musiques, des récits audio, des scènes, des images. Et donc ces médias vont venir en plus augmenter la lecture, et pour d'une part prolonger l'immersion et en même temps se conjuguer pour venir raconter davantage l'histoire ou apporter des éléments complémentaires. D'où l'idée de lecture augmentée, qui, je précise, est un terme que j'ai inventé pour expliquer ce qu'on faisait, ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en fait, et qu'à un moment donné, il a fallu trouver 2 mots simples. Qu'est-ce que vous faites? Bah voilà, c'est une expérience de lecture augmentée. Et qui parle en plus à tout le monde, de rien. Désolé, Oui, puis mais à un moment donné, j'ai bugué, donc je vous entendais plus. Alors apparemment, à la radio, ça fonctionnait. Moi, j'arrivais pas à vous entendre, donc j'étais en train de régler le détail et le problème. C'est pour ça qu'on qu'est-ce que tu avais dit? Non, mais en plus, tu nous as, pertinemment interrompu, parce que il y a un point qui est important aussi avec cette idée de lecture augmentée. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte de salon en salon, en rencontrant des professionnels de l'enseignement, du ludo-éducatif ou autre, que la présence des médias crée de l'appétence pour la lecture. Autrement dit, ça donne envie de lire. Et du coup, les différents professionnels se sont intéressés à Incarnatis et puis à se dire, tiens, comment je peux utiliser ça dans mon activité, que ce soit en classe ou ailleurs, pour emmener les élèves vers la lecture, vers la pratique artistique en règle générale, la création artistique, sachant que aussi derrière le projet il y a tout un certain nombre de valeurs qu'on porte, et que l'idée de se donner les moyens de croire en ses rêves, déjà d'avoir des rêves, d'y croire, de se mettre en posture de le faire. Et donc tout ça, c'est des messages assez positifs et qui font que déjà d'une part, je me retrouve, alors ça s'est arrêté avec le Covid, mais je me retrouvais de plus en plus à intervenir dans des environnements type collège, lycée ou bibliothèque pour expliquer, présenter, faire une petite conférence Incarnatis, quoi, pour dire voilà, puis répondre à des questions. Et la dernière que j'ai faite, c'était il y a quasi un an, jour pour jour, c'était au lycée Saint-Vincent de Paul, dans le 13e, où j'étais dans un amphithéâtre face aux 150 élèves de seconde du lycée. Voilà, et puis pendant 1 heure, je leur ai expliqué Incarnatis, je leur ai montré des bandes annonces, j'ai répondu à des questions et tout. Il y avait eu un travail préalable par les professeurs. Et on a créé d'ailleurs, il y a 1 an à peu près, un groupe Facebook Incarnatis Academy, qui regroupe déjà peut-être 10-12 personnes qui œuvrent, qui veulent utiliser Incarnatis de différentes façons dans leur activité. Donc ça peut être du théâtre, ça peut être en classe avec des jeunes, des plus jeunes, des moins jeunes ou autres. Donc c'est super intéressant ce volet-là. C'est un deuxième effet Kiss School qu'on n'attendait pas en fait, et voilà, qui est assez intéressant. Donc ça te donne envie de lire. Ce qui est bien, c'est pour quelqu'un qui, comme moi à la base, n'était pas un grand lecteur. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait un livre un peu différent, et ce livre, en fait, semble emmener des gens vers la lecture, ou réemmener. On a pas mal aussi en salon de gens type trentenaire, on va dire, qui nous disent, après avoir eu un enfant ou 2 et tout, autrement dit plus de temps, parce que ça prend ça prend du temps, ces petites choses, et c'est l'occasion de me remettre à lire un bouquin et tout, donc du coup, se remettait à la lecture. J'ai même eu une fois une personne qui comptable de profession, 24-25 ans je pense, qui m'a dit que c'était le premier livre qu'elle lisait jusqu'au bout de toute sa vie. Ça m'a fait plaisir, ça. C'est super. Non mais donc c'est assez marrant, la présence des médias, puis bon après peut-être l'histoire et tout. Enfin en même temps, moi je suis pas auteur professionnel, j'ai pas fait 15 livres, j'en ai fait que 2, déjà c'est pas mal, puis je vais faire le 3e bientôt. Donc le premier est ce qu'il est, le deuxième est, semble-t-il, mieux, et il est moins bien que le 3e qui va sortir, parce qu'il y a des marges de progression, quoi. Mais semble-t-il, le premier a l'air de plaire, et la suite aussi, donc c'est plutôt agréable. Oui, c'est ce qu'il faut de toute façon. C'est ce qu'il faut. Vas-y, J'ai pas entendu, excusez-moi.
Et oui, de plus, ça permet, et ça on n'a pas encore développé ça, ça permet justement de mettre les jeunes à la lecture, dans le sens que je connais beaucoup de jeunes qui trouvent les livres, donc les romans ringards comparés à la télé, où tu as du son, tu as de l'image, ça Mm. explose dans tous les sens, c'est tellement mieux que des pages blanches avec juste des lettres noires dessus, alors que là, justement, on peut s'immerger dedans. Ce que la génération actuelle, malheureusement, qui n'a plus d'imagination, comparé à notre génération à nous, où on s'imaginait plein de choses, puisse se remettre justement à la lecture et s'imaginer vraiment l'ambiance, quoi. Un peu comme un livre audio quelque part, où on est bien obligé de s'imaginer du coup l'environnement qu'il y a dans un livre audio. Et là, c'est un peu le même principe, mais avec la lecture en plus, quelque part. Ouais, c'est l'imaginaire, c'est une grande question. Alors, je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui ont moins d'imagination, mais une chose est sûre, c'est que quand on lit un texte, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Oui, Et l'imaginaire, il travaille pas de la même façon, que ce soit visuellement ou auditivement, par exemple. Donc, c'est important de respecter cette part du lecteur qui doit pouvoir rester dans son propre imaginaire et en même temps de lui proposer quelque chose s'il souhaite prolonger son immersion ou peut-être un peu figer son imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent ne pas apprécier de voir, par exemple dans une illustration, ce qu'ils se sont imaginés déjà. oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, ouais, voilà. Donc c'est pour ça que dans les médias qu'on présente dans le livre, on décrit à chaque fois de quel type de média il s'agit. Là, en l'occurrence, c'est un objet. Ça peut être une illustration, une musique ou un récit audio. Parce que comme ça, la personne y va de son plein gré, si je puis dire, et en sachant ce qui l'attend. Et on peut effectivement, comme tu l'as souligné, ne pas avoir envie de voir quelque chose qu'on s'est représenté. Par contre, très souvent, on est toujours ouvert à écouter quelque chose. Parce que l'imaginaire, il travaille pas de la même façon avec l'audio. Et donc, ça a une force très grande de l'audio, soit parce qu'on va plonger dans quelque chose qui va, si on ferme les yeux, totalement nous prendre. Donc c'est la force de l'audio. Et en même temps, si c'est une musique, par exemple, qui va accompagner la lecture, ça va permettre d'aller renforcer l'immersion. Donc c'est voilà, l'imaginaire, c'est quelque chose de subtil qu'il faut respecter, à qui il faut proposer des choses, qui va pas travailler de la même façon chez tout le monde, pas travailler de la même façon selon les sens qu'on va solliciter. Ça pourrait être de l'odeur, on va gratter des pastilles ou autre. Voilà, tout ça, ça doit contribuer en fait à mieux rentrer dans l'histoire, à prolonger l'immersion. Et je fais un petit parallèle à ce propos. J'ai fait une conférence sur une convention en ligne là sur le transmédia et le jeu de rôle, et je faisais remarquer qu'en fait le transmédia, on n'invente rien dans les faits. Hein. Or les nouveaux outils qui existent peut-être aujourd'hui avec Internet et tout, mais prenons le cas de l'Église catholique par exemple, hein, qui est la plus vieille organisation encore existante dans le monde, hein, avec ses 2000 ans d'existence, enfin sauf autres sociétés secrètes type celle qu'on va croiser dans Incarnatis. Mais si on prend l'Église, ils ont des chants, ils ont des illustrations, ils ont de l'architecture avec des monuments extraordinaires, de la peinture, des sculptures, des process. Donc là, le grandeur nature, ça y va à fond aussi. Donc tout ça, en fait, c'est décliné au service d'un univers qui est celui de message de Dieu, etc. Et ils sont allés beaucoup plus loin que nous, hygiénistes, rôlistes, auteurs ou autres. Et ce qu'on a entrepris là, nous, avec Incarnatis, comme d'autres ont entrepris avec d'autres réalisations, bah, quand même, on est des petits joueurs, quoi, à côté de tout ça. Et on n'invente pas grand-chose. Mm. Oui, c'est Non. un bon parallèle. Effectivement, j'y avais pas Il pensé a à un ce peu un parallèle-là. côté provocateur, mais j'aime bien un peu la provocation parfois. Ça secoue un peu le cocotier, ça fait du bien. En effet. Tu as aussi collaboré, à ce que j'ai lu, avec Lionel Chikoti, je ne sais pas si je le prononce bien. Steketty, oui. Steketty. Lionel Steketty, oui, là aussi, c'est une rencontre, une super rencontre. Et Lionel, en fait, quand je l'ai rencontré, alors ça c'était en 2003 dans ces eaux-là, il était premier assistant réalisateur, il avait travaillé franco-américain, il est quelqu'un de super, et il avait déjà travaillé sur plein de grosses productions, genre Perdu dans l'espace, Pinocchio, Le Pacte des loups, enfin des gros films. Et Mhm. puis il voulait devenir réalisateur.
parce qu'il a été premier assistant réalisateur. Et on avait travaillé pendant quelques mois à l'écriture d'un synopsis, en fait, de ce qu'aurait pu être son premier long métrage. Alors pour le coup, ça s'est pas fait, mais là encore, ça a été une expérience pour moi très enrichissante de travailler avec un grand professionnel comme lui, à la fois par son métier de premier assistant réalisateur, mais en même temps c'est quelqu'un qui a une justesse, une qualité d'écriture et une finesse très grande. Et tout ça, voilà, ont été pour moi des expériences très enrichissantes, même si elles n'ont pas débouché concrètement sur des contrats ou des réalisations ou des productions. Ça a été des étapes souvent marquantes de ma vie. Je vois ça. Il y a des rencontres. Aman a beaucoup de choses. C'est clair. La vie est faite de rencontres. C'est ça, c'est ça. De toute façon, on est là pour... Enfin, tout le monde se rend compte. Après, malheureusement, les gens, des fois, ils n'ont pas toujours la même mentalité, mais... Après, c'est est-ce qu'il se crée des affinités? Oui. Est-ce qu'on a envie de faire des choses ensemble? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Et la notion de valeur est pour nous quelque chose de très fort. On est dans la démarche qu'on poursuit et c'est pour ça aussi qu'elle perdure dans le temps, parce que sinon elle n'aurait pas duré. On est dans une notion de passion, de partage, de plaisir, de bienveillance aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans... on essaie de faire les choses aussi bien qu'on le peut, mais on est ouvert, on aide, et on est toujours présent, on essaye d'aider. Et cette idée de communauté créative dont je parlais tout à l'heure, par exemple, c'est aussi dans l'idée de dire, parce que moi j'ai croisé pendant toutes ces années peut-être des centaines et des centaines de personnes qui parfois avaient un talent très grand, soit en dessin, en musique ou autre chose, mais ils n'avaient pas encore le vécu ou les idées suffisamment avancées pour faire quelque chose de concret, quoi. Manquait d'idées, voilà, savait pas quoi faire. Et ça, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises. Et donc, d'où l'idée de dire, écoute, si tu as envie d'exercer ton talent, tiens, regarde, là, il y a un univers, discutons-en et vois ce que tu peux faire dedans. Et voilà, c'est aussi cette idée. Alors, ça veut pas dire non plus, c'est genre on fait tout ce qu'on veut, machin et tout. Hein, il y a cette idée, comme je le disais tout à l'heure, que il faut être gardien de l'univers. Donc, il faut que ça tienne la route, que ce soit professionnel et tout ça. Mais en même temps, il faut pouvoir ouvrir ça et laisser sa chance. Et ce qu'on a fait un petit peu le cas, par exemple, dans la grande scène audio qui sera présente dans le tome 3, donc où il y a 12-15 stars du doublage, et ben on a fait un casting pour faire trouver une voix pour un rôle. Alors pour le coup, on a eu une douzaine de propositions, c'était un rôle féminin. Ces propositions n'allaient pas par rapport à la voix et ce qu'on attendait et ce qu'on entendait de la voix qu'on recherchait. Mais on a proposé à 2-3 personnes qui avaient postulé de faire autre chose. Et justement, elles pourront se retrouver présentes, alors pas avec ce qui était prévu au départ, mais présentes dans cette grande scène audio et aux côtés de toutes ces grandes voix. Et pouvoir dire, voilà, c'est cool, j'y étais, je suis allé en studio, j'ai enregistré quelques répliques et tout, et j'ai fait partie de l'aventure, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose aussi d'ouvert, et plus on est nombreux, plus on est riche, plus on est fort et plus on prend de plaisir. Donc ça, c'est le côté très positif de cette aventure. Oui, carrément un livre ouvert, quoi. Plein d'artistes qui ont différents talents et qui peuvent donner leur talent dans ce grand projet. En y trouvant du coup du plaisir, en gardant quand même une certaine ligne de conduite, évidemment, pour que, comme tu le dis, ce soit quand même concret et carré. Sinon, ça part dans tous les sens, évidemment. Faut que ça reste professionnel et fidèle aux valeurs et à l'esprit de ce qu'est l'univers Incarnatis et de ce qu'est le projet Incarnatis. C'est important. Et moi, en même temps, je suis groupe sanguin AB+, je suis receveur universel. Donc, c'est normal, je crois. C'est un beau parallèle, je n'y avais pas pensé. Votre stand au Summer Geek Festival de l'année passée, en 2019 du coup, donc bien avant le Covid. C'est ça, je pense que vous y étiez. Je sentais à travers ton accent, oui, que tu étais dans le coin. Oui, je suis de la région de Charleroi, mais ma compagne est de Mons. Ouais. Et je n'ai pas su tester le casque virtuel parce qu'il y avait tout le temps du monde. Et moi, j'étais là pour filmer à gauche et à droite parce que je faisais une rétrospective du salon. Et je passais de temps en temps en me disant, je vais essayer. Mais le stand était tout le temps plein, quoi. Donc, j'en ai été réduit à filmer la devanture. Et je me souviens qu'il y avait une vitrine avec un écran
un écran qui montrait un peu le livre, et j'avais filmé l'écran du coup, ne sachant pas du coup tester le casque Oculus. Et de toute façon, je n'aurais pas su filmer ce que je voyais dans le casque Oculus. Mais j'ai quand même pu filmer ça et je me suis dit, waouh, ça a l'air génial. Hein. Bah merci, effectivement, c'est une bande-annonce qu'on fait défiler en permanence sur le stand. On a un écran et ça dure 1 minute. Voilà, Oui, vous ça, pouvez très à peu près, facilement oui. la trouver sur incarnatis.com. Et on l'a mise aussi d'ailleurs dans le lien dans notre vitrine Incarnatis sur le stand de SAO. Et voilà, donc c'est une petite minute juste pour présenter un peu le principe de lecture augmentée avec la douce et agréable voix de Benoît Alman qui nous fait le topo. On peut aussi la trouver sur YouTube, j'avais vu ça aussi sur YouTube. Aussi, tout à fait, oui. Oui, on a une chaîne YouTube qu'on exploite très mal d'ailleurs, mais qu'on va améliorer. Mais on peut y retrouver pas mal de choses, oui, bande-annonce du tome 1, la bande-annonce du tome 2 aussi, qui est dans un style complètement différent, avec une super musique de Jean-Marie Philibert aussi. Pas mal de petites vidéos de présentation, et effectivement, il y a vous pouvez regarder aussi sur Facebook, notamment, il y a pas mal de vidéos en salon. Et je pense au Toulouse Game Show où on était allé, là vous trouverez sur le site aussi une petite vidéo, ça vous montrera un peu ce que c'est qu'Incarnatis en salon. Alors pour le coup, c'était un très beau stand, hein. On était à plus de 32 ou 36 mètres carrés. On avait été invités, il y avait Francis Lalanne, Thierry Desroses, Odile Schmidt. Voilà, sur des grands salons comme ça, le dernier qu'on ait fait, le grand, là, on était une douzaine, et c'était génial, quoi. Alors, c'est pas que je vous aime pas, mais là, il est. C'est ce que j'allais dire, oui, qu'il est temps. Time has gone. Et c'est que le problème, moi, j'ai une autre conférence tout de suite derrière, donc là, j'ai pas pouvoir trop traîner. Merci en tout cas. Hein.